Oui, il n'y a pas de médicaments aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on peut faire. On peut reprendre le lead pour reprendre ton expression sur sa vie et sur ses symptômes. Maladie chronique au féminin, en parler sans tabou. Le podcast qui libère la parole des femmes et éclaire la face cachée des maladies chroniques. Aesio Mutuel a voulu recueillir le témoignage de ces femmes courageuses, trop souvent murées dans le silence par crainte de gêner, de paraître faibles ou d'inquiéter leur entourage. Aujourd'hui, elles nous disent tout. Leur quotidien, leur intimité, leur combat, sans tabou. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Marina, 39 ans, et Raïssa, 28 ans, deux membres actifs de Carenity, le premier réseau social pour les patients atteints de maladies chroniques et leurs proches. Toutes deux vivent avec le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et partagent leur expérience de cette maladie souvent méconnue. Marina, qui vit avec son compagnon en région parisienne, et Raïssa, mariée et résidant à Bruxelles, vont nous raconter comment le SOPK impacte leur quotidien. C'est Marina qui commence. Quand je suis rentrée à la fac, première ou deuxième année de fac, en fait, j'ai commencé à constater quelques changements, quelques symptômes. J'ai commencé à avoir beaucoup d'acné, alors que j'en avais pas vraiment eu étant adolescente. J'ai commencé à prendre du poids, pas mal. C'est surtout ça qui m'a alertée, mais en fait, j'ai pas du tout fait le lien au début entre les symptômes et surtout pas avec le SOPK puisque je connaissais absolument pas la maladie. Quand j'ai pris un peu de poids, je me suis dit c'est lié au changement de vie. Voilà, avant j'étais au lycée, on faisait du sport 2 fois par semaine. Là j'arrive à la fac, je mange un peu n'importe quoi, c'est vrai. Donc je l'ai vraiment mis sur le changement de vie et puis je m'en suis pas inquiétée plus que ça au début, jusqu'à ce que l'acné vraiment persistante me gêne énormément. Et que là, j'ai cherché des solutions, mais déjà rien que ça a pris pas mal de temps. On a testé pas mal de choses. C'est des protocoles qui existent et qui sont les mêmes pour tout le monde à la base quand on a de l'acné. Des traitements d'abord topiques, et puis après, quand ça marche pas, on cherche un peu plus loin. On m'a mise sous pilule. En fait, à aucun moment, même le médecin m'a mis sur la piste du SOPK ou de quelque chose de problématique de manière hormonale. Enfin, on m'a juste dit... c'est un dérèglement hormonal, c'est très courant et voilà, mais sans aller chercher plus loin. Donc moi je me suis un peu malheureusement satisfaite de cette réponse-là. J'ai pris la pilule, ça a fonctionné entre guillemets parce que je voyais plus l'acné, donc pour moi c'était ok, je vois pas le symptôme, donc c'est réglé, alors que pas du tout. En fait, c'était vraiment des symptômes qui pour moi n'avaient même pas de lien entre eux en fait. Mes premiers souvenirs, mes premiers symptômes avec le SOPK, je l'ai su tout de suite. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été diagnostiquée assez rapidement. Je venais juste d'avoir mes règles à peu près à 12 ans. Et 1 an après, complètement disparu. Voilà, j'avais plus du tout mes règles. Donc forcément, j'en ai parlé à ma maman qui me dirige vers un gynécologue. Ce gynécologue avait des suspicions parce que ma mère aussi a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc il s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une petite échographie pelvienne ? Et donc à l'époque, ce gynéco me recommande vers un de ses confrères. On fait une échographie pelvienne et c'est là où on voit la présence de follicules dans les ovaires. À ce moment-là, j'ai 13 ans. À part l'absence de règles, il y a vraiment rien d'autre qui m'alerte. J'étais très sportive également. J'ai juste continué en fait ma vie avec ce truc de me dire que peut-être que j'aurai des règles qui viendront. Parfois ça viendra pas, parfois ça viendra. Et ce médecin-là à l'époque m'avait dit mademoiselle, vous êtes jeune, faites votre vie tranquillement et vous reviendrez me voir lorsque vous aurez un enfant. Moi, ça s'est arrêté là. Il m'a dit néanmoins, je peux vous proposer de prendre une pilule contraceptive. Nous, on avait décidé avec ma maman que c'était pas nécessaire. Donc j'ai décliné effectivement la prise de la contraception. Et voilà, j'ai vécu ma vie d'adolescente, sportive, comme tout le monde. Et simplement, les symptômes ont commencé à refaire un peu surface. Les symptômes du SOPK, à l'époque, je ne savais pas que c'était le SOPK. Donc pareil que toi, la prise de poids inhabituelle. Moi, c'était la pilosité qui ne cessait de s'accroître sur mon visage à des zones où normalement la femme n'est pas censée avoir de poils. Donc plus de moustaches, des poils sur le visage, sur le menton. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'ai mis ça sous le compte de je suis adolescente, je suis en train de grandir. Il y a des changements hormonaux qui s'opèrent et ça va aller. Et c'est avec le temps que je me suis dit, mais il n'y a pas un médecin qui m'avait dit il y a quelques années que j'avais ce SOPK. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire des recherches et que je me rends compte que finalement, ça fait partie des symptômes du SOPK.
C'est intéressant parce que c'est pas du tout le même parcours que moi. En fait, moi j'ai mis très longtemps à savoir que j'avais le SOPK. C'est beaucoup de discussions avec des amis aussi qui m'ont un peu ouvert l'esprit et où à un moment où la pilule était un petit peu plus décriée et moi j'étais un peu résolue à me dire en fait moi j'ai pas trop le choix, je suis obligée de prendre la pilule sinon j'ai plein d'acné et voilà. Et puis je me suis dit mais non quand même c'est pas très normal et puis ils ont arrêté pendant 1 ou 2 ans la pilule que je prenais. Et le médecin m'a dit arrête là et tu vois comment ça se passe. Voilà, j'avais pas de partenaire à ce moment-là, donc ok, j'ai arrêté. Au bout de 6 mois, j'avais de l'acné à foison. Enfin voilà, tout était revenu comme avant et j'avais pas de règles. Et en fait, pendant 1 an, même un peu plus d'1 an, j'avais toujours pas de règles. Et en fait, à chaque fois que j'allais voir le médecin était oh c'est pas très grave, ça reviendra, et puis ça revient pas, c'est pas grave, on te remettra sous pilule. Enfin il y avait vraiment pas d'inquiétude. Maintenant avec le recul je m'en veux un petit peu, mais je faisais vraiment confiance à ce docteur qui n'a pas fait grand chose pour moi, je dois dire. Le fait de pas avoir de règles, le fait d'avoir cette acné, le fait de discuter avec des amis, je me suis dit non mais il faut vraiment que je sache ce qui va pas, parce que en plus avec l'âge avançant, quand même dans ma tête, je commençais à me dire est-ce que je pourrais avoir des enfants peut-être, enfin voilà, je savais pas, et donc je voulais vraiment trouver la cause de ça. Et c'est là où j'ai quand même fait un peu du forcing auprès de mon docteur en disant non mais vraiment je veux savoir. Et puis il m'a dit mais vraiment d'un air blasé, écoute, va voir le gynécologue là qui est au bout du couloir et laisse-moi tranquille en gros quoi. À ce moment-là, j'avais déjà fait pas mal de recherches et en vérité, j'avais des grosses suspicions du SOPK. Mais c'est compliqué parce que le SOPK, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques et ça n'a pas grand-chose à voir avec des ovaires avec des kystes sur les ovaires. Donc quand j'ai lu des choses sur ça, je me dis non, enfin clairement j'ai un peu balayé le truc, je fais non, c'est pas ça que j'ai. Et en fait complètement, en voyant tous les symptômes, je fais mais c'est complètement moi quoi. Et donc en allant voir le gynécologue, j'avais arrêté la pilule déjà depuis un certain temps puisque je voulais faire vraiment toutes les prises de sang, tester sans la pilule pour voir mes hormones. Et voilà, avec la prise de sang, avec l'échographie, là ça a été confirmé. Et le gynécologue me dit je te remets sous pilule. Et je fais non mais en fait je crois que vous n'avez pas compris, je ne veux plus prendre la pilule en fait. Et donc le protocole à ce moment-là, c'est un médicament anti-diabétique que j'ai pris pendant peut-être 1 mois et demi. C'est un médicament qui détruit un peu le ventre, qui est très très désagréable, qui fait aller aux toilettes sans arrêt. Et on ne m'a jamais prévenu, on ne m'a jamais dit, et ça me met vraiment en colère, parce que sur le syndrome métabolique, c'est-à-dire que quand on a le SOPK, on est un peu sur l'autoroute du diabète, quoi. Faut faire quand même très attention à ce qu'on mange. Et en fait, on n'est pas prévenu de ça. C'est-à-dire que on m'a juste donné la pilule que j'ai pris pendant 15 ans, et en fait, on m'a jamais dit mais qu'est-ce que tu manges ? Ce qui me paraît être quand même la question de base. Qu'est-ce que tu manges en fait ? Et quelle est ton alimentation ? Et jamais on m'a prévenu de ça, on m'a dit fais attention au sucre, jamais. Donc ça me met quand même un peu en colère, parce que si j'avais su tout ça dès le début, en fait j'aurais tout de suite fait plus attention à mon alimentation, à mon style de vie. Je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Avant d'aller chercher les médicaments, c'est quand même la base de se dire qu'est-ce que je peux changer dans ma vie de tous les jours, dans ce que je mange, dans mes activités physiques, éventuellement du coup les compléments alimentaires qui vont pallier des carences par exemple. Et donc je me suis tournée vers ça. Ça m'a énormément aidée, mais c'est quand même compliqué parce que c'est beaucoup de restrictions, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de budget aussi. C'est sûr que ça n'a pas l'efficacité d'une pilule. Par exemple, moi c'était vraiment l'acné mon problème premier. Pendant pas mal d'années, j'ai quand même pu arrêter la pilule et gérer mes symptômes. Mais voilà, c'est très demandant, quoi. C'est fou parce qu'effectivement, j'ai l'impression que toutes les femmes SOPK, on passe un peu par ce même parcours d'angoisse, d'errance médicale, finalement on devient notre propre médecin. Et c'est important parce que finalement, moi, ce qui était positif dans mon SOPK, c'est de me dire que on prend un peu le lead sur notre santé, à force d'avoir trop d'errance médicale, et que lorsqu'on daigne finalement nous écouter, on arrive effectivement à comprendre ce que l'on a, comment est-ce qu'on peut réussir à le gérer. Et c'est super important parce que il y a plein de femmes qui sont dans notre cas où effectivement on nous laisse un peu comme ça. Moi, à part me dire
revenez quand vous voulez avoir des enfants, c'est compliqué. Je veux dire, à 13 ans, je pensais à tout sauf avoir des enfants, évidemment. Moi, je voulais juste retrouver mes règles. Et on me laisse comme ça, dans un flou, dans un désert. Et effectivement, comme tu disais, je me dis, j'ai des kystes, en fait. Donc moi, dans mon cerveau, j'ai grandi dans toute mon adolescence en me disant, peut-être, Raïssa, va falloir faire des enfants assez rapidement parce que t'as des kystes dans les ovaires. Et enfin, ça fait peur. Et donc, je pense que finalement, ça installe également quelque chose mentalement qui fait en sorte que on grandit un peu différemment, en se disant attention, faut peut-être que je trouve un chéri. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je me reconnais dans ce que tu dis? On associe les règles à le fait de tomber enceinte. Donc, si on n'a pas nos règles, on peut pas tomber enceinte, donc on peut pas avoir de bébé. Donc, ça veut dire que c'est difficile. Et quand on tape syndrome des ovaires polykystiques sur Internet, c'est écrit comme étant la première cause d'infertilité dans le monde. Ce sont des grands mots qui font toujours très très peur. En fait, comme il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicament en fait pour cette qui n'est pas une maladie, qui est un syndrome, mais on a quand même des symptômes malheureusement qui peuvent conduire quand même à une maladie. Je veux dire, quand t'es épuisé, tu n'arrives même pas à te lever de ton lit le matin tellement t'es fatigué. Quand tu manges un bout de pain, t'as l'impression que tu vas exploser tellement tu gonfles. Quand t'as des règles hémorragiques, une serviette hygiénique en 20 minutes c'est plié, elle est remplie. C'est des symptômes quand même qui sont assez handicapants finalement dans la vie de tous les jours, surtout lorsque t'es adolescente, quand t'as piscine, tu peux pas aller à la piscine. Pourquoi tu vas pas à la piscine? Faut expliquer à ta prof. Donc finalement, tu dois toujours faire rentrer des gens dans ton intimité, j'ai l'impression. Lorsque t'es absente à l'école, au travail, comment est-ce que tu justifies ça auprès de ton employeur? Faut avoir une bonne entente avec les personnes avec qui on travaille, parce qu'on se dit je vais pas non plus faire des arrêts maladie tout le temps sans réellement expliquer ce que j'ai pour que on puisse nous comprendre. C'est hyper compliqué à expliquer. Parce que même déjà pour le comprendre soi-même, c'est difficile. Les médecins nous l'expliquent pas. Donc pour l'expliquer aux autres et qu'ils comprennent, je suis toujours un peu en galère en fait quand on me demande de l'expliquer. Parce que moi en général je commence par les symptômes et après je dis c'est en gros les hormones qui font un peu n'importe quoi. Et quand une hormone est déréglée, ça dérègle toutes les autres et du coup ça impacte un peu tout quoi. Enfin, mais c'est hyper compliqué. Ce trouble, il affecte vraiment notre façon de travailler, notre façon de vivre, que ce soit avec nos amis, que ce soit dans le milieu professionnel, parce que dans mon cas, mes symptômes, c'était au début effectivement une irrégularité de cycle, et après c'était la pilosité, et après c'était la fatigue chronique qui était liée à une résistance à l'insuline que je ne savais pas, que j'ai su très très tard, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de médicaments pour le SOPK, il y a des solutions qui peuvent aider quelques symptômes, mais pas réellement de médicaments, et donc effectivement il y a l'hygiène de vie qui rentre en compte. On doit faire attention, et c'est cette hygiène de vie et pas liée à nos carences qui nous aide à gérer notre SOPK. Et donc ça, à l'époque je ne le savais pas. Et donc forcément, moi j'avais vraiment une grosse fatigue chronique. Et c'est-à-dire qu'il y avait des matins où je passe 8 heures, 10 heures de sommeil, je me lève, je suis crevée. Je ne peux pas venir au travail. Pourquoi? T'inventes une excuse au début, et puis t'inventes une autre excuse. Et puis au final, t'assois ton manager et tu lui dis, écoute, j'ai le SOPK. Si on a la chance d'avoir un manager qui est une femme, on peut se faire entendre, mais quand on a un homme, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est le SOPK? Même nous, parfois, en tant que femme, on comprend même pas trop bien ce que ça veut dire. Et ça, comme je disais, ça fait rentrer un peu dans l'intimité, parce que lorsqu'on va donner la définition du SOPK, qui est un dérèglement hormonal, ok, mais chaque femme SOPK a son type de... par exemple, toutes les deux, on n'a pas du tout le même type de SOPK, même si on se rejoint sur la résistance à l'insuline. J'ai pas eu d'acné. Donc moi, c'était la fatigue chronique, l'aménorrhée, les douleurs de règles. Et donc, c'est difficile de devoir expliquer ça aux gens. Tu as l'impression d'être un peu à nu. Et donc, comment est-ce qu'on gère? Je pense qu'on doit quand même, effectivement, l'expliquer. Il y a eu beaucoup d'avancées sur l'endométriose, et je me dis que si on en parle, si en tant qu'SOPK on est ouverte sur le sujet, peut-être qu'effectivement on aura la même avancée que cette maladie. Et donc ça affecte les sorties. Donc moi je déclinais certaines sorties parce que quand je voyais que c'était pas le jour où je dois m'épiler, je sors pas, puisque cette pilosité là, quand elle se voit mais qu'elle est pas assez visible pour l'épiler, mais que toi tu le vois dans le miroir, tu te sens pas bien, tu te dis tu vas sortir, tu seras comme ça avec ton écharpe. C'est assez difficile. Et pareil pour le boulot, quand tu travailles, moi je faisais un métier d'image où tu dois être apprêtée, tu dois être mignonne, tu dois être jolie, etc. J'allais au magasin avec une écharpe, même quand il faisait très chaud. Et c'était tout le temps en train de t'inventer, non mais j'ai le rhume, non ça va pas. Le Covid, c'est triste à dire, mais moi ça m'a sauvée parce que je devais mettre un masque. Et le masque, en fait, ça cachait ma pilosité aux endroits où il fallait. Et donc tu dois te cacher. Et les personnes voient que tu prends de plus en plus de poids. Moi, tout d'un coup, j'ai commencé à prendre du poids. Alors j'ai toujours été sportive. J'ai pas eu l'impression d'avoir une alimentation qui a changé.
Mais malheureusement, on doit redoubler d'efforts. Et ça, effectivement, j'aurais aimé qu'on me l'explique parce que finalement, moi, j'ai l'impression de bien manger. Et c'est difficile parce que les autres, quand ils voient que tu prends du poids, moi, je t'arrive à 100 kilos, ils se disent, bah, elle mange tout le temps n'importe quoi, c'est des jus de fruits, c'est des sodas, alors que pas du tout. Je savais que je faisais attention à mon alimentation, mais c'est ce trouble-là, parce que j'avais de la résistance à l'insuline, malgré mes efforts, bah, si on me disait pas que il fallait manger peut-être dans un certain ordre, à telle heure il faut plus manger, ou bien il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire. Ça, c'est des termes que, si effectivement on m'avait expliqué avant, bah, avec tous les efforts sportifs que je faisais, j'allais, je pense, m'en sortir. Et donc, je pense que c'est important d'en parler. On n'a pas le choix parce qu'on souffre. Et finalement, même si ça reste un peu privé, il faut aussi se protéger et arriver quand même à en parler pour qu'on puisse être compris également. Et plus on en parle, plus les gens savent que c'est, moins ça devient tabou. Et finalement, plus peut-être on trouvera des solutions. Effectivement, quand tu parles, alors toi c'est plutôt la pilosité, moi c'était l'acné, mais effectivement, bah moi j'étais, en plus j'ai toujours fait un peu plus jeune que mon âge, et donc au travail, déjà on me prenait pour la stagiaire, donc en permanence, avec de l'acné, bah pire. Alors moi ça m'a pas gênée jusque dans mon travail. Après bien sûr quand on est fatigué c'est gênant, mais j'ai jamais eu à appeler mon boss en disant bah non je peux pas venir parce que je suis trop crevée ou voilà. Mais oui par contre de pas sortir parce qu'on est absolument fatigué. Et la famille comprend pas forcément, ou alors c'est ah ben Marina elle dort encore, voilà là mais tu dors tout le temps, ah tu fais encore la sieste, enfin donc c'est pas facile parce que on a beau expliquer, on a beau dire, et en fait au bout d'un moment c'est un peu on lâche l'affaire parce que c'est ok bon bah ils comprennent pas, ou je sais pas, j'ai le SOPK, il y a plein de symptômes, même moi je sais pas où mettre le curseur, donc je peux comprendre que eux ne le comprennent pas forcément non plus quoi. La gestion du SOPK dans le couple, alors c'est à double tranchant. C'est vrai que soit on a un compagnon qui comprend, qui est à l'écoute, et ça va très bien. Et voilà, il fait même les examens parce que parfois, lorsqu'on est en projet bébé, moi c'est bientôt mon cas, je suis bientôt en projet bébé. Donc au début, tu dois expliquer à ton compagnon pourquoi tu n'as pas envie de sortir, pourquoi tu es tout le temps fatigué, pourquoi tu es tout le temps de mauvaise humeur, pourquoi tu es tout le temps agressif. Parce que effectivement, comme tu disais, on ne sait pas où placer le curseur. Il y a tellement de symptômes que finalement on est à bout de tout le temps justifier que bah non mais c'est parce que j'ai le SOPK. Et donc effectivement le compagnon parfois il peut aussi en avoir un peu marre, avoir ce trop plein là. Au début de ma relation avec mon mari, c'était ah ta chérie elle vient pas à nos sorties, ah mais pourquoi ta chérie elle est pas venue à tel dîner, à tel anniversaire. Et moi je dois expliquer que c'est pas parce que je fais la fête ailleurs, c'est parce que je suis dans mon lit, j'ai besoin de dormir. Et donc effectivement ça peut être au début très compliqué. Moi j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui est très ouvert, très dans la compréhension et qui m'accompagne dans la gestion de mon SOPK. Mais du coup, il y a la question de est-ce que je suis pas stérile finalement, parce que on est en couple, c'est bien beau, on aimerait avoir des enfants, peut-être pas tout de suite mais plus tard, mais à quel moment est-ce qu'on commence à réfléchir à la question du projet bébé, ou à quel moment on se dit bon allez, profitons juste de la relation comme des personnes classiques normaux, et après lorsque la question se posera, mais t'as toujours ce brouillard à te dire ouais mais est-ce qu'il faut peut-être pas que j'essaye, parce que moi à l'époque, à force d'avoir rencontré des médecins, il y en a un qui m'a dit bah à 25 ans si vous faites pas des enfants c'est mort. Voilà, moi c'est quelque chose qu'on m'a dit, et donc quand ce médecin-là m'a dit ça, bah finalement ça m'a un peu mis la pression. Je me disais bon, du coup j'ai envie d'avoir des enfants, donc il m'a donné l'impression que j'avais envie de faire des enfants, alors que j'ai toujours su que je voulais faire des enfants beaucoup plus tard que la normale, parce que je voulais profiter mes études, etc. Et donc c'est compliqué. Et donc moi j'ai souffert en plus d'un autre symptôme qui est le manque de libido, qui est également un des symptômes malheureusement du SOPK par rapport à plein de choses, des règlements hormonaux, la résistance à l'insuline, qui malheureusement peut impacter et quand t'es en couple et que t'as un problème de libido pendant 3 ans, c'est difficile. C'est très très compliqué, et tu te poses des questions sur toi. Est-ce que t'es vraiment une femme? Déjà, t'as pas tes règles, tu prends du poids, t'as de l'acné, t'es tout le temps de mauvaise humeur, t'as un problème de libido. Est-ce que t'es vraiment une femme finalement? Donc, t'as vraiment cette question où tu te dis, et moi j'avais dit à mon mari, si tu veux me quitter, je te comprendrai. Et je suis arrivée à lui dire ça, ou je lui dis écoute voilà, surtout pendant le Covid, je pouvais pas aller me faire épiler. Et donc je me suis dit bah voilà, regarde là j'ai plus de barbe que toi presque quoi. Et donc je lui dis si tu veux me quitter, je comprendrai. Je lui ai dit voilà, j'ai pas envie que tu rentres dans ce parcours où tu dois faire des spermogrammes alors que peut-être que t'en as pas envie, et que ça va être un parcours qui sera long, etc. Et t'as la pression de la famille. Vous voulez faire des enfants quand est-ce que vous allez faire des enfants? Et c'est compliqué parce que les gens rentrent un peu dans ton intimité, dans ton couple. Moi quand on pose la question de quand est-ce que tu vas avoir des enfants, quand est-ce que vous faites des enfants, bah tu me mets directement, tu rentres directement dans ma sphère privée. Je n'ai pas envie de t'expliquer que je suis en PMA, j'ai pas envie de t'expliquer que mon mari doit faire un spermogramme demain, j'ai pas envie de t'expliquer que peut-être j'ai eu un œuf clair. Enfin, c'est très difficile cette gestion-là.
il faut vraiment être solide. Il faut être solide, il faut faire peut-être un travail d'accompagnement, peut-être essayer d'en parler à quelqu'un en dehors du couple. Peut-être que le couple doit également se faire accompagner. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que le SOPK évolue parfois positivement, parfois négativement. Et donc, moi, dans mon côté, ça évolue positivement, un peu comme toi. Je fais beaucoup plus d'efforts dans mon hygiène de vie, je fais du sport, je mange très très bien sûr, je me fais plaisir, etc. Et donc, du coup, j'ai mes règles, donc ça va mieux. Donc, j'ai mes règles, j'ai plus de problèmes de libido, donc tout rentre dans l'ordre. Quand je vais voir mon médecin et que je lui dis, bon bah voilà, est-ce que les voyants sont ouverts pour démarrer un éventuel projet bébé, mon gynéco, il m'a dit, tout est ok. Alors qu'à l'époque, c'était à 25 ans, si tu fais pas d'enfant, tout est fini. Et donc, c'est l'important de ce podcast, c'est aussi de dire que donc le SOPK, c'est très difficile, c'est dur, mais lorsqu'on sait tout ça maintenant, on a la possibilité de prendre le lead sur notre santé et les choses peuvent s'améliorer. Oh, fort heureusement, dans mon côté, c'est positif. Donc, il y a certains symptômes du SOPK qu'on peut renverser, comme la résistance à l'insuline, comme plein de choses, en améliorant son hygiène de vie. Mais il faut avoir la chance, effectivement, d'avoir un partenaire et une famille qui est à notre écoute. Moi, j'ai un compagnon qui est très compréhensif. Je lui ai expliqué, bien sûr, ce que j'avais. Il me soutient, il comprend quand je suis fatiguée, quand j'ai des douleurs. Enfin, voilà, donc ça, y a pas de problème là-dessus. Enfin, en même temps, sinon, ce serait pas mon compagnon. Hein. Alors moi, je suis pas du tout en projet bébé, voilà, et je vais avoir 39 ans. Toutes ces années, j'ai pas été on va dire en position d'avoir des enfants, donc la question s'est pas posée, c'est pas lié au SOPK particulièrement. Mais malgré tout, tu te demandes, c'est dans ta tête, est-ce que j'aurais pas du mal à faire des enfants, sachant que très certainement oui, enfin clairement le SOPK aide pas, même si c'est pas impossible du tout d'avoir des enfants avec le SOPK, et que si on arrive à gérer nos symptômes, on peut tout à fait avoir des enfants. Mais en revanche, effectivement, il y a une pression, comme tu disais, hein, un peu des médecins qui te disent alors à la fois ils te disent quand vous voudrez avoir des enfants, vous reviendrez me voir. Et mais faut pas trop tarder non plus parce que voilà, comme ça va être sûrement compliqué, tardez pas trop. Bah oui, mais moi on n'est pas, voilà, la vie fait qu'on n'est pas toujours en position d'avoir des enfants à ce moment-là. Et est-ce que j'en veux déjà, faut que je sache. Puis après voilà, je compte pas faire des enfants toute seule. Donc voilà, il y a tout un tas de questions là-dessus. Même quand on a le SOPK, et c'est important, comme tu disais, avec ce podcast, d'envoyer aussi un peu un message d'espoir et de dire oui, il n'y a pas de médicaments aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on peut faire. On peut reprendre le lead pour reprendre ton expression sur sa vie et sur ses symptômes. Après, faut être quand même bien renseigné. On a des moyens sur l'alimentation, sur la pratique sportive, sur les compléments alimentaires, voilà, tout un tas de choses qui peuvent vraiment aider à gérer les symptômes et à éventuellement préparer un projet bébé. Après, c'est vrai que en tout cas dans mon cas, ça a été un peu compliqué ces dernières années où j'avais réussi à arrêter la pilule. Et dès qu'il y a une période un peu de stress, un peu moins stable, où c'est un peu plus difficile de garder cette alimentation, d'avoir vraiment du sport régulièrement. Moi, je sais que j'ai recommencé à avoir pas mal d'acné à un moment donné, et en fait, je suis retournée voir ma docteure en disant en fait, en ce moment, je suis trop stressée, c'est pas possible. J'arrive plus à gérer, j'ai besoin d'une petite aide. Alors, elle m'a remis sous pilule, mais une pilule beaucoup moins dosée que ce que j'avais pu avoir au début. Et ça me convient très bien. Ouais, la libido, en fait, elle va évoluer selon, justement, que je prends la pilule ou pas. Puisque moi, j'ai sans pilule, et sans, si je fais pas spécialement attention à ce que je mange, etc., j'ai un taux de testostérone qui est très fort. Donc pour le coup, ça joue sur la libido. Et quand je prends la pilule, la libido forcément, elle diminue. Au niveau couple, je suis un peu épargnée, j'ai pas de soucis. Quand ça va pas, et on a le droit effectivement de ne pas bien aller, le SOPK, en fait, il va nous suivre toute notre vie. Donc, il y aura des moments up, il y aura des moments down, il y aura des moments où on se sentira génialement bien. Moi, cette année, j'étais géniale. Mon SOPK, trop bien cette année. Sauf cet été, où je me suis dit, oula, alors là, à un moment donné, il y a mes efforts qui ne fonctionnent plus. Je fais mon sport, je perds plus de poids. Je mange correctement, je perds plus de poids. Qu'est-ce qui se passe? T'as des photos de moi en janvier où je suis toute gonflée. T'as des photos de moi en septembre où je suis vraiment dégonflée. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. Et aussi, t'as le regard des gens. Mais là, t'as grossi, t'as maigri. En fait, en une année, on va me dire 4 fois t'as grossi, 4 fois t'as maigri. Alors, les moments qui me font du bien, c'est vraiment de tout couper.
Je ne regarde aucun contenu sur le SOPK parce que je n'ai pas envie de rentrer dans cette boucle qui est anxiogène parfois, parce que quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est pas pour se plaindre, pour dire ça va pas, j'arrive pas à avoir des enfants, je suis en parcours PMA, c'est dur, je prends du poids, j'ai pas mes règles. Et j'ai peur en fait que mentalement ça puisse m'impacter comme ça a eu cet impact-là dans ma vie lorsqu'on m'a dit t'as des kystes dans les ovaires et ça va être difficile pour toi d'avoir des enfants. Et donc moi je me protège beaucoup de ça, je lis bien évidemment beaucoup pour m'informer sur ma propre santé, mais lorsque je sens que j'ai un trop plein, et je craque. Voilà, l'alimentation anti-inflammatoire pendant un moment elle va être mise de côté, mes compléments alimentaires pendant un moment ils vont être mis de côté, et je me dis c'est pas grave, je vais vivre avec ce trouble toute ma vie, il y aura des moments où ça ira pas, et je craque. Et donc avec mon mari on va au cinéma, et je mange du popcorn si j'ai envie, et je vais manger un fast-food si j'ai envie. Et puis j'ai l'impression que ces moments où je craque, finalement c'est un peu une bulle, et je vois mes amis viennent, on va au restaurant, là où effectivement à l'époque je m'étais trop restreint, on va pas au restaurant, et si on va au restaurant je vais prendre une salade, une tomate, même au restaurant je fais attention parce que le lendemain je sais que je vais le payer. Et donc pendant ces moments-là, moi je laisse tout. En fait, j'écoute beaucoup mon corps. Il y a même des moments où je prends des compléments alimentaires tous les matins, à midi, le soir. Il y a des moments où même au niveau de ma gorge, ça passe pas, j'arrive pas à prendre cette pilule-là, mon corps il me dit stop. Et donc je suis très attentive à ce que me dit mon corps. Et bien s'il y a un moment donné où j'ai envie de couper et de dire aujourd'hui je suis à mon compte, donc ça va, c'est peut-être plus facile pour moi de dire ça, de ne pas travailler parce que je suis épuisée et qu'au bout d'un moment j'ai envie de dormir, je dors. Et je préviens mon mari, je dis écoute chérie, là aujourd'hui je me suis réveillée, je sens que ça va pas du tout. Si je suis dans mon lit, laisse-moi dans mon lit. Juste peut-être à 13h, réveille-moi. Mais là, pendant un moment, j'ai juste besoin d'être tranquille, j'ai envie de parler à personne, je mets mon téléphone en mode avion, j'ai envie de lire, j'ai envie juste de souffler, de me retrouver avec moi-même. Et lorsque je suis dans ces périodes-là, ça me fait du bien, je repense, et je me dis, t'as quand même, en 14 ans de SOPK, t'as quand même fait ça, t'as quand même réussi ça. Et après, je m'octroie, des petits plaisirs. Je sais qu'on doit énormément faire attention aux perturbateurs endocriniens. Voilà, même les vernis, les parfums, il faut faire attention. Et les bougies, tu dois pas les allumer. Moi, je respecte ça très religieusement, mais il y a des moments où j'allume ma bougie, quoi. Voilà. J'aère bien évidemment, pour pas respirer les toxines, mais j'allume ma bougie, je me mets mon vernis, je sors, je m'expose au soleil et en fait, je craque, j'essaye de vivre comme toute personne en fait normale et je me mets un peu dans la peau d'une femme normale. Bon, après quand je vois que j'ai pris 5 kilos en une semaine, hop, je me remets très très vite, mais ça me fait du bien et je me frustre pas et même mon corps, je sens que au bout d'un moment, quand j'ai fait cette semaine où je me suis fait du bien, où je me suis un peu lâchée, je sens que même mon corps, ce que je lui donne après, même l'assimilation de mes compléments alimentaires, je sais pas si c'est dans ma tête, mais ça va mieux, ok, je repère du poids, j'apprécie un peu plus mes brocolis, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi, de tout le temps manger des légumes, faire attention. On n'est pas des machines, et je pense que c'est bien aussi de se laisser aller, et de se dire que, on a le droit finalement de profiter, quoi. Moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, et j'appelle ça, moi, les vacances du SOPK. C'est-à-dire, de temps en temps, j'en ai marre de prendre des compléments là 3 fois par jour. J'en ai marre de faire hyper attention, de manger tout le temps les brocolis, la salade. Et je me dis, ok, cette semaine, on va faire une semaine normale. Mais sinon, vraiment pour ce qui me fait du bien, un geste qui me fait du bien, je sais quand je suis pas très bien dans ma tête, quand il y a une sorte de brouillard, et j'arrive à avoir cette conscience de me dire c'est les hormones. J'ai cette prise de conscience, je sais que c'est les hormones, ça va passer, c'est ok. Et en fait, juste marcher, aller dehors, marcher, respirer l'air, marcher, voilà, ça aide vachement, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Si j'avais un conseil à donner je dirais aux jeunes femmes SOPK qui vont écouter ce podcast, c'est ok, le SOPK finalement ça fait plus peur que ce qui n'est vraiment en réalité. Et ça je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Ça fait plus peur que ce qui n'est vraiment. Et donc il faut avoir un bon accompagnement auprès de son médecin. Il faut certes, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de femmes même d'associations dans lesquelles on peut aller pour se sentir pas toute seule parce que parfois on est seule, on est très très seule. Donc moi ce que je dirais c'est la première cause d'infertilité dans le monde, mais infertilité n'est pas stérilité, d'accord? Donc on peut avoir des enfants, il y a même des femmes SOPK qui ont des jumeaux, beaucoup de jumeaux, pourquoi? Parce que les follicules. Et donc le conseil que je donnerais c'est, ok, on essaye de se renseigner un maximum sur nos symptômes, on fait le maximum qu'on peut dans notre vie au quotidien, et honnêtement ça va aller, ça ira. Merci à Marina et Raïssa pour avoir partagé avec courage leur expérience du SOPK, ce syndrome qui affecte entre 8 et 13% des femmes en âge de procréer reste encore méconnu avec environ 70% de cas non diagnostiqués. Afin de mieux comprendre cette affection et accompagner au mieux les patientes, nous avons souhaité recueillir l'avis du docteur Agathe Ovine, chirurgien gynécologue à la clinique mutualiste de Saint-Étienne.
qui m'a surtout sauté à l'oreille, c'est l'errance médicale et leur prise en charge pluridisciplinaire qui correspond beaucoup à ce qu'on retient sur ce SOPK pour les patientes. Le diagnostic du SOPK n'est pas aisé car il comporte des symptômes qui sont assez courants mais pas forcément pathologiques s'ils sont pris séparément. Le diagnostic du SOPK, il est posé si 2 critères sont retrouvés parmi les suivants. Des troubles du cycle, une hyperandrogénie clinique ou biologique, des ovaires qui sont dystrophiques à l'échographie. Alors, concernant les troubles du cycle, c'est normal d'avoir des cycles qui soient irréguliers la première année, voire les 2 années qui suivent les débuts des règles. Ils sont en revanche pathologiques ultérieurement et doivent évoquer le diagnostic du SOPK. Pour l'hyperandrogénie clinique, on retient donc un hirsutisme, c'est-à-dire une augmentation de la pilosité, une acné ou une alopécie, c'est-à-dire une perte des cheveux androgénique, donc comme les hommes. L'hirsutisme est un signe difficile à caractériser car il diffère en fonction de l'ethnie et très souvent les patientes ont recours au rasage ou à l'épilation. Ensuite, au niveau de l'hyperandrogénie biologique, on dose la testostérone totale qui peut aussi être normale dans le cas du SOPK. Donc parfois, on peut être amené à faire d'autres dosages et à savoir aussi que toute pilule peut modifier aussi ce bilan biologique. Les patientes ont souvent un parcours long avant d'avoir le diagnostic posé du SOPK et elles ont souvent recours à plusieurs avis médicaux, notamment pour exclure des diagnostics différentiels. Et ensuite, la prise en charge pluridisciplinaire, donc elles insistent bien là-dessus et c'est d'ailleurs le traitement finalement du SOPK, c'est une prise en charge avec tous les différents milieux médicaux pour une prise en charge globale de cette maladie. Les endocrinologues, les gynécologues, les nutritionnistes ou diététiciens, le médecin généraliste, un psychologue ou un psychiatre, un coach sportif ou un kinésithérapeute et un dermatologue. Et il faut une communication régulière entre ces professionnels pour un suivi efficace. Leurs parcours sont assez similaires à ceux de vos patientes, celles que vous recevez régulièrement en consultation? Alors oui, le parcours des patientes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques varie en fonction de la gravité des symptômes et des objectifs de chaque patiente, mais en général, le parcours il reste assez typique. Dans un premier temps, il faut d'abord reconnaître les symptômes et avoir une consultation initiale, donc avec un médecin généraliste, un gynécologue ou un endocrinologue pour avoir le diagnostic du SOPK. Plus ou moins des tests complémentaires qui ne sont pas forcément obligatoires, mais le bilan hormonal et une échographie pelvienne. Ensuite, prise en charge initiale, donc on va traiter les symptômes qui sont gênants actuellement pour la patiente. Donc souvent, on va mettre en place des contraceptifs oraux pour réguler le cycle menstruel et traiter l'hyperandrogénie, donc l'acné, l'hirsutisme. Et parfois, on peut mettre en place la metformine si on a une résistance à l'insuline. Également des conseils de mode de vie, une activité physique régulière, un régime alimentaire équilibré sont conseillés. Il y a également une prise en charge psychologique qui est importante. Parfois, il y a des parcours qui sont un petit peu plus atypiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir un diagnostic tardif car il y a des symptômes qui sont isolés et qui ne font pas penser directement au SOPK. On peut également avoir un diagnostic de SOPK avec des présentations plus sévères de comorbidité. C'est les pathologies associées, donc résistance à l'insuline et diabète, des troubles cardiovasculaires qui sont assez importants, une obésité assez importante, du cholestérol ou de la tension. Il y a également des patients qui se présentent avec des symptômes psychologiques prédominants parce que chez certaines patientes, le SOPK peut avoir un retentissement sur la vie quotidienne et leur morale. Donc anxiété, dépression, également des troubles alimentaires. Et il y a également des SOPK qui ont des symptômes qui disparaissent ou diminuent avec l'âge. Certaines patientes ont la disparition de cette maladie avec l'arrivée de la ménopause. Quels conseils donneriez-vous aux auditrices qui, en écoutant les témoignages de Raïssa et Marina, ont reconnu plusieurs symptômes? Dans un premier temps, consulter un professionnel de santé, prendre rendez-vous avec un médecin, un gynécologue, un endocrinologue ou le médecin généraliste pour pouvoir poser le diagnostic, éviter l'automédication. Il n'y a pas vraiment de traitement pour guérir le SOPK, mais le traitement est uniquement symptomatique. Donc,
Il faudra d'abord corriger les symptômes liés à l'hyperandrogénie, donc l'acné, l'hirsutisme. Tout ça, ça va être avec des dermatologues, mise en place par les gynécologues d'une pilule œstroprogestative qui va permettre de diminuer tous ces symptômes. Avec le dermatologue, traitement de l'acné par des crèmes, par des médicaments spécifiques. Traitement de l'augmentation de la pilosité par aussi les pilules, mais également par le traitement par le laser. On va essayer de restaurer les cycles menstruels pour augmenter les chances de fertilité, règles hygiéno-diététiques, diminuer le poids, activité physique pour faire diminuer cette hyperandrogénie. Ça va permettre d'augmenter les chances de fertilité et éviter les risques de complications cardiovasculaires dans les années à venir. À travers ces témoignages, et à travers aussi ce que vous disent vos patientes, est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a des astuces pour mieux vivre avec le SOPK ? Alors moi, je conseille de bien s'informer sur le SOPK, donc essayer de comprendre sa maladie, de savoir les symptômes, les causes, l'impact potentiel sur sa santé, pour pouvoir ensuite savoir les symptômes qui vous affectent le plus et pour orienter votre prise en charge. Je vous conseille également d'avoir des règles hygiéno-diététiques importantes et une activité physique. On sait que si vous perdez du poids et que vous avez une bonne activité physique, vous allez diminuer votre insulinorésistance et donc cela va jouer sur l'hyperandrogénie et diminuer cette hyperandrogénie, favoriser la reprise de vos cycles menstruels et augmenter vos chances de fertilité future. Ça va également jouer sur tout ce qui est diminution des risques cardiovasculaires, d'avoir une prise en charge de votre santé mentale, de vous faire accompagner par un psychologue, de parler également avec des groupes d'autres patientes qui sont atteints de cette pathologie. Il est nécessaire d'avoir des objectifs réalistes, d'être patiente. Vous savez que la perte de poids est longue à avoir des résultats, avoir un seul objectif à la fois. Et surtout, restez positive et bienveillante envers vous-même. Évitez la culpabilité. Vous rappelez qu'il est possible de vivre pleinement. En effet, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes du SOPK et qui parviennent à gérer leurs symptômes et à réaliser leurs objectifs, notamment en termes de grossesse, de carrière. Donc, vivre avec le SOPK, ça peut être un défi, mais avec une prise en charge globale et adaptée, il est possible d'améliorer votre qualité de vie. Aesio Mutuelle vous accompagne dans la prise en charge de votre SOPK. Bénéficiez de remboursements pour vos rendez-vous de santé, gynécologue, endocrinologue, nutritionniste et bien d'autres. Rendez-vous sur aesio.fr pour en savoir plus.